Accueillir du public dans les espaces naturels. Donc l'ouverture. L'accueil du public et l'animation nature s'inscrivent dans le mouvement plus large de l'éducation à l'environnement et au développement durable. Pour les collectivités territoriales, les citoyens et les associations, l'éducation à l'environnement est devenue incontournable pour que soient pris en compte les problèmes environnementaux, donc nouveaux comportements individuels, connaissance de son environnement proche et des enjeux écologiques planétaires et responsabilité collective. L'éducation à l'environnement s'est structurée en France dans les années 1980. Elle a été portée en particulier par les associations de protection de la nature, mais aussi par de nouveaux acteurs ouverts à l'innovation pédagogique. En France, le rapport de l'homme à la nature a évolué de la protection de la nature la plus résolue à la gestion environnementale impliquant divers acteurs. Cette évolution a été accompagnée et favorisée par les pédagogues de la nature. Les gestionnaires ne sont pas en reste. Au-delà de la passion et de la connaissance scientifique qui aide à prendre les meilleures décisions possibles, les professionnels et les décideurs savent aujourd'hui qu'ils doivent être compris et soutenus par les citoyens. Des publics diversifiés. Une typologie des publics accueillis dans les espaces naturels ne peut être totalement exhaustive, mais il est possible d'identifier des catégories de publics types de l'animation nature. Il appartient ensuite à l'animateur de définir plus précisément les caractéristiques et les attentes des personnes qui l'accueillent. Les enfants. Dans le cadre scolaire, cette catégorie représente un volume important d'activités et concerne les enfants des écoles maternelles et primaires, c'est-à-dire du cycle 1 au cycle 3. Ils sont issus soit de classes de proximité, soit d'autres régions sous forme de classes de découverte. Hors cadre scolaire, les centres de loisirs, centres aérés, clubs nature, centres de vacances sont concernés. Les jeunes, à partir de 11 ans. Dans le cadre scolaire, collège, lycée, établissements spécialisés, universités, ils sont originaires du monde rural ou urbain et viennent pour des stages d'une durée variable en fonction des objectifs pédagogiques. Hors cadre scolaire, il s'agit essentiellement des centres de vacances, chantiers jeunes, camps de vacances. Dans cette catégorie, les adolescents représentent un public souvent moins réceptif aux préoccupations environnementales, mais motivé par d'autres activités plus orientées vers l'aventure, le sport, la vie de groupe. Les milieux naturels deviennent aussi un support pour la mise en œuvre de séquences d'animation à l'intention de jeunes en difficulté. Les adultes sont concernés par l'éducation à la nature, soit dans le cadre de groupes constitués tels que les centres de vacances, les associations de découverte sportives, randonneurs par exemple, les clubs du troisième âge et autres groupes de loisirs ou encore des professionnels, agriculteurs, élus, mais aussi de façon individuelle en tant que touristes français ou étrangers, ou avec leur famille. Les handicapés, qu'ils soient jeunes ou adultes, handicapés moteurs ou mentaux, trouvent dans les espaces naturels des lieux d'émerveillement, d'épanouissement et de confiance en soi. La nature a chacun sa représentation. Face à un savoir qui est censé être nouveau, chaque personne a des représentations mentales et des attentes différentes selon qu'elle est d'origine rurale ou urbaine, régionale, nationale ou étrangère, seule ou en groupe. À la diversité des publics s'ajoute donc la diversité des représentations avant l'intervention pédagogique. Qu'est-ce qu'une représentation mentale? C'est l'idée que chacun se fait d'un sujet, d'un objet. Cette idée se construit mentalement de façon inconsciente chez chaque individu en fonction de sa culture, de son histoire, de la société qui l'entoure et donc de son vécu. Ces représentations peuvent être individuelles ou collectives ou encore propres à un groupe social donné. Elles influent sur la perception que chacun a d'un objet, d'un fait, d'une situation et par conséquent sur l'apprentissage, le comportement et la relation à son environnement. Les représentations de la nature évoluent. À travers les siècles, la nature a été l'objet de représentations nombreuses et contradictoires. Tantôt mère nourricière, protectrice paradisiaque, tantôt milieu hostile, inhospitalier. Certains milieux naturels et certaines espèces ont subi les effets d'un imaginaire collectif destructeur, comme en témoignent contes, légendes et mythes. Loups, serpents par exemple. Christophe, technicien cinégétique que l'on retrouvera dans ce chapitre, en tient compte dans ses animations. En termes de méthode, on travaille souvent avec un diaporama conçu de façon à interpeller les jeunes. Les réponses fournies par les enfants sont d'ailleurs très différentes en fonction de leur provenance. Dans une école rurale, ils vont me donner 3 quarts des réponses, alors que pour le groupe scolaire de la ville voisine, les enfants ne savent que peu de choses. Dans les deux cas, cela me permet d'appuyer sur certains aspects plus que sur d'autres en fonction de leurs connaissances.
Donc, diversité de public, diversité de représentation. La peur du loup, on disait, donc c'est un animal emblématique et vénéré dans l'Antiquité. Depuis le Moyen Âge, le loup est devenu dans la société occidentale un animal solitaire, agressif, sanguinaire, symbole de la nature cruelle et sauvage. Du petit chaperon rouge à la bête du Gévaudan, en passant par le loup-garou, la mythologie autour du loup a largement contribué à la disparition de l'animal. Les feux follets dans le marais. Les marais ont longtemps asséché. Les marais longtemps asséchés par l'homme, car difficiles à exploiter et considérés comme insalubres, ont fait aussi l'objet de représentations préjudiciables à leur maintien, en particulier du fait de la présence de feux follets, manifestations d'esprits malins et d'âmes errantes cherchant à emporter la nuit, passants et voyageurs. Donc comprendre un cas type. L'animation nature au service des activités écotouristiques. Donc Loïc est garde animateur à la réserve du Bagna dans l'Hérault, sur la côte méditerranéenne, une des zones françaises les plus touristiques. En plus de ses deux fonctions de police et de gestion de la réserve naturelle, il fait de l'animation et défend un juste équilibre entre qualité naturaliste, discours adapté et improvisation. La polyvalence. Fort d'un parcours de formation et d'une expérience professionnelle très variée, BTA et formation en informatique, ostréiculteur, animateur socioculturel, garde-moniteur dans une autre réserve, il affirme que pour faire correctement son travail, il faut accepter d'être très ouvert et très polyvalent. Il est aujourd'hui fonctionnaire territorial mis à disposition de la réserve naturelle du Bagna. L'ADENA, Association de défense de l'environnement et de la nature des pays d'Agde, qui gère la réserve, a peu de moyens pour l'animation, même si c'est un objectif important du plan de gestion. Elle aurait notamment des besoins sur le plan technique, lieu d'accueil, observatoire, plateforme d'observation, mais aussi de professionnels de l'animation pour être à la hauteur de ses ambitions. Pourtant, cette activité est en expansion et Loïc, avec un collègue, réalise plusieurs dizaines de journées d'animation chaque année. La demande est croissante, l'association refuse du monde et le public est satisfait. Le public accueilli. Le public accueilli en animation est de trois types. Les écoles primaires, donc de 5 à 10 ans du cycle 1 au cycle 3, ce public nécessite une attention particulière, notamment pour adapter son discours. Le grand public, estivant ou local, chaque année ce sont environ 200 000 personnes qui viennent en vacances sur les deux communes concernées par la réserve. Ce public familial est accueilli à l'entrée de la réserve ou bénéficie de visites guidées. En 2008, plus de 1000 personnes ont été sensibilisées lors d'animations, de moments d'accueil ou d'événements gratuits, journées zones humides, fêtes de la nature, etc. Et les élèves du secondaire et les étudiants, universitaires, écoles d'ingénieurs, collégiens ou lycéens, stagiaires, que ce soit dans le cadre des programmes scolaires ou de modules professionnels, ils représentent un public important et confortent certains partenariats scientifiques ou techniques. Et enfin, les publics spécialisés, personnes handicapées ou en difficulté qui demandent à l'animateur de s'adapter à des objectifs de socialisation où l'initiation à la nature sera secondaire. S'adapter au public donc. Loïc précise que l'adaptation au public est un facteur important de réussite de ces animations. Avec les scolaires, nous combinons l'animation avec le travail en cours de l'enseignant sur la gestion des déchets, la saisonnalité, etc. Avec les maternelles, nous parlerons beaucoup des oiseaux et des insectes. Avec les cycles 2, ce sera plutôt des thèmes transversaux en lien avec le programme scolaire, les animaux, la chaîne alimentaire, la citoyenneté. Les cycles 3, c'est déjà plus précis, comme le cycle de l'eau. Par exemple, on travaillera sur les zones humides, le sel, les plantes adaptées à la sécheresse ou à l'eau salée, ou à l'adaptation des oiseaux aux différents milieux, leur régime alimentaire, etc. Le matériel pédagogique est assez simple et très centré sur l'approche naturaliste et l'observation des éléments de la nature présents sur la réserve. Guide de détermination, jumelles, longue vue, fiches techniques sur les oiseaux, documents pédagogiques fournis aux enseignants pour le travail de préparation en amont avec la classe. Mais ce qui reste primordial, nous rappelle Loïc, c'est la connaissance du terrain. L'animation est un équilibre entre le discours qu'on veut avoir, le thème et les opportunités sur le terrain. Par exemple, l'été, on a beaucoup de gens. Or, l'été n'est pas forcément le moment où les animaux sont présents dans la journée. S'il n'y a que 3 foulques et 2 goélands, il faut avoir d'autres sujets et une bonne connaissance de la réserve et des milieux pour pouvoir rebondir sur les opportunités. Une trace, un insecte, la végétation. Il faut donc préparer la structure de son animation, mais aussi être capable d'improviser. Témoignage. Apprendre en silence. Pour Loïc, la structure de l'animation est le cheminement.
Cela amène le public à être plus attentif, plus calme, plus silencieux. Tout se fait graduellement, en douceur. Les adultes, comme les enfants, ont l'habitude, avec la télévision, d'avoir les images servies sur un plateau à la demande. Là, il faut être précis avec les jumelles, précis avec ses gestes. Avec les enfants, on fait environ 60 animations scolaires par an. On travaille aussi sur des projets de 3 ou 4 jours étalés dans l'année. C'est souvent sur la saisonnalité, les oiseaux au printemps, l'été, etc., les migrateurs, les nicheurs, l'adaptation. C'est plutôt l'enseignant qui s'occupe du lien avec son programme. Nous apportons le côté naturaliste, le terrain. Conseil de professionnels pour faire de l'animation nature. Voici quelques suggestions. Bien connaître son public, avoir le goût du contact, avoir de l'humour, être passionné pour partager ce qu'on aime, mais la passion ne s'apprend pas. Fixer des objectifs assez précis, rester simple et humble, sortir de son rôle de pseudo-scientifique et adapter son langage, avoir un bon esprit de synthèse, connaître son terrain et connaître l'écologie. L'animation nature de l'ADENA, donc les objectifs relatifs à l'accueil du public, extrait du plan de gestion de l'ADENA 2006-2010. Rendre compatible accueil du public et conservation du site, mettre en place des panneaux d'information et des itinéraires pédagogiques, offrir à tout public des animations tout au long de l'année, veiller à l'intégration du site au niveau intercommunal. Et fréquentation du public en 2008, fréquentation de la réserve 10 000 personnes, 1400 personnes en visite guidée, dont 777 scolaires. Provenance des autres visiteurs, région 22%, étrangers 11% et autres 67%. Et 14 stagiaires accompagnés, animateurs et étudiants. Les approches multiples et complémentaires. En fonction du public, de l'objectif pédagogique et du temps disponible, le technicien peut privilégier une approche ou en combiner 2 ou 3 différentes. Dans tous les cas, il doit préparer son animation en ayant défini son objectif et en usant de la méthode adéquate. Donc, approche ludique. Énigmes, jeux de pistes, questionnaires, mobilier interactif, puzzle, maquette. Approche favorisant l'imaginaire, histoire, conte, mythe, légende, récit fantastique, expression dramatique. Approche expérimentale, scientifique, naturaliste. Donc utilisation d'outils d'investigation adaptés, jumelles, loupe, cartes, guides, clés de détermination, capteur de son. L'approche sensorielle, activité faisant usage des 5 sens, balade sensorielle. Approche artistique, art plastique, expression dramatique, corporelle, texte, lecture, expression sonore et musicale. Et enfin l'approche magistrale, apport de connaissances, réponse à des questions, commentaires de diaporama. Une approche sensorielle pour comprendre un écosystème. Gérard travaille à l'Office national des forêts, l'ONF. Il a commencé à faire de la sensibilisation auprès d'un public scolaire dès le début de sa carrière en tant qu'agent dans les Alpes. Au fur et à mesure, il a diversifié ses approches combinant approches scientifiques, ludiques et sensibles. Tout agent, du technicien à l'ingénieur, s'il est volontaire, peut être amené à faire de l'animation. Récit d'un homme généreux et motivé. Avec moi, l'animation se passe exclusivement à l'extérieur. Avec une classe, on se donne rendez-vous au départ d'un chemin. Je choisis le lieu en fonction du thème, par exemple la reconnaissance des essences forestières. Pendant un quart d'heure, je fais un petit circuit où je montre les feuilles d'arbres et je prends contact avec les enfants. J'amène des fiches et des silhouettes de feuilles, et c'est au tour des enfants par groupe de 3 ou 4 de ramener les feuilles. Généralement, j'organise plusieurs ateliers pédagogiques de 20 minutes qui sont à visée scientifique, mais cela reste très ludique, sinon les enfants décrochent assez vite. Le lieu est important, c'est soit un itinéraire, soit un espace délimité. Il faut repérer sur place les lieux où on s'arrêtera, avec un dernier passage le matin même, 1 heure avant juste au cas où. J'utilise des jeux pour faire découvrir la chaîne alimentaire. Qui mange qui? Les enfants sont en groupe avec un rôle d'animal donné à chacun. Ils sont reliés par une ficelle et on peut voir les relations entre eux. Avec les petits, je travaille sur le toucher. On fait une balade en aveugle avec des bandeaux sur les yeux, une corde que j'ai installée et qu'ils doivent suivre à la queue leu en touchant ce qu'ils rencontrent, éventuellement pieds nus, pour sentir la diversité du sol, piquant, doux, humide. Pour faire découvrir l'importance du couvert de la forêt, je leur fais tenir un miroir entre les 2 mains, à plat, miroir vers le haut, et ils se promènent. C'est déstabilisant car on ne voit que la canopée, mais on se rend compte de l'importance de la lumière. Ce que veut l'enseignant, c'est que les enfants retiennent des choses pour ensuite les exploiter en classe. Avec les adultes, c'est un peu différent. C'est un public familial qui est plutôt motivé. On fait un petit circuit d'environ 3 km, physiquement très facile, très varié. Mon but est de montrer ce qu'est l'écosystème forestier, mais je donne aussi des éléments techniques sur la gestion, l'exploitation, la filière, le métier d'agent forestier.
Parce qu'il faut qu'ils comprennent aussi que les écosystèmes ne sont pas figés, que l'homme intervienne ou non. Pédagogiquement, j'introduis les notions en travaillant trois sens qui sont essentiels pour comprendre la nature: la vue, l'ouïe et l'odorat.